Merci Léa. Merci Léa. Donc, j'espère que l'enregistrement fonctionne bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce panel petit déjeuner sur la transition juste. Si vous êtes présentes et présents aujourd'hui, c'est parce que vous vous intéressez donc à la dimension sociale de la question climatique. Et c'est très bien comme ça parce que c'est ce que nous allons faire donc pendant une heure, c'est dialoguer avec deux panélistes qui en savent long sur la question et qui veulent justement vous offrir le plus possible les clés de compréhension de ce qu'est la transition juste, de ce qu'elle sous-entend. Je me présente, Étienne Pomerleau-Landry, je suis conseiller principal chez Copticom, Stratégie et Relations publiques, une firme qui est mobilisée par la question de la crise climatique et de la réduction des inégalités sociales. La question à la fois écologique et donc sociale est très présente chez Copticom. Et donc, ça me fera plaisir d'animer ce panel pour les 60 prochaines minutes. Alors, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? Euh, D'un point de vue purement technique, scientifique, le GIEC est implacable. Les conditions de vie sur Terre sont menacées pour les espèces qui y vivent et l'espèce humaine n'y fait pas exception. Rapport après rapport, la la science en tout cas, les sciences naturelles, les sciences biologiques, la chimie, la physique, est clair sur la menace que représente maintenant cette nouvelle ère, l'Anthropocène. Les humains mettent en danger leur propre vie sur Terre ainsi que de millions d'espèces qui les entourent. Pour autant, la question climatique n'est pas qu'une question de science dure, si on pourrait dire. C'est aussi une question foncièrement sociale, une question qui relève, qui nécessite une appropriation citoyenne, une appropriation de par la société civile. Pourquoi? Parce qu'elle a des implications sociales très grandes. Elle n'est pas vécue de la même manière euh, quand on est dans son propre pays, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, nous ne vivons pas de la même manière l'impact des changements climatiques. Euh, Quand on regarde à un niveau plus macro, international, nous ne vivons pas, pays riches comme pays pauvres, les mêmes conséquences des changements climatiques. Si le GIEC peut nous aider à poser le diagnostic, il ne peut pas nous aider à décider de comment cette transition peut être juste. Et quand on fait référence à la question de la justice, on touche à des questions beaucoup plus larges de moralité, d'éthique, de partage des efforts, des notions d'injustice, forcément, de mobilisation. Donc, des questions qui sont foncièrement des questions de sciences sociales et qui ne sont pas perçues de la même manière selon les personnes qui vont les traiter. Dans le fond, le problème des enjeux climatiques n'est foncièrement pas un problème technique, c'est une question sociale qui demande donc des processus différents, de la concertation, de la mobilisation et de l'accompagnement. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous allons discuter de qu'est-ce que la transition juste, qu'est-ce qu'elle mobilise comme concept et qu'est-ce qu'elle nécessite comme processus. J'ai le plaisir d'avoir avec moi deux panélistes qui vont pouvoir justement en discuter. D'abord, Patrick Rondeau, conseiller syndical environnement et transition juste à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Patrick travaille dans le mouvement syndical depuis 2000. Il est conseiller donc syndical environnement transition juste depuis 2019. Son implication porte en grande partie sur les questions qui touchent à la question de la transition juste. Il a été membre du comité de coordination du Front commun pour la transition énergétique de 2016 à 2021. En 2018, il a coordonné le sommet pour une transition énergétique juste à Montréal. Il a été membre du groupe de travail sur l'électrification pour l'élaboration de l'actuel plan d'électrification et de lutte au changement climatique du gouvernement du Québec. Il est présentement membre du Conseil consultatif sur le développement durable du gouvernement du Canada. À la FTQ, il a coordonné différentes délégations aux conférences des partis à l'ONU depuis 2015. Depuis 2016, il a participé à divers groupes d'experts et donne régulièrement des conférences sur la transition juste au Québec. Donc, merci Patrick pour ta présence parmi nous. On sait que tu es à la COP27 en ce moment, donc merci pour ta présence. Euh, Aliénor Rougeau, responsable du programme climat et énergie chez Environmental Defense. Aliénor est une militante pour la justice climatique et est responsable de programme à Environmental Defense Canada, où elle milite pour une transition juste pour les travailleurs et travailleuses et les communautés.
Elle défend les droits humains depuis son plus jeune âge et a cofondé le groupe Fridays for Future Toronto en 2018, où elle a dirigé de nombreuses grèves étudiantes pour le climat. Elle a été reconnue par The Starfish dans leur classement 25 Under 25 Environmentalist et par Corporate Knights dans leur 30 Under 30 Sustainability Leaders. Je vous remercie à tous les deux pour votre présence. Donc, les objectifs de ce panel sont simples. Ce que nous visons aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser, de vulgariser le concept de transition juste, rendre ça concret pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, auprès d'organisations qui sont mobilisées dans le cadre des dialogues pour le climat. L'autre objectif, c'est de, justement, j'ai donné le mot mobiliser, c'est de mobiliser les organisations à intégrer véritablement la dimension sociale du climat dans leurs discours et leurs actions dans le contexte de la COP27. Le déroulement qu'on aura aujourd'hui, donc après le mot de bienvenue, on aura un bloc d'échange d'environ 35 minutes avec des questions principales et chaque panéliste sera appelé à y répondre. Et ensuite, on passera au bloc d'échange avec les personnes qui sont connectées pour une période d'environ 15 minutes à la fin de notre panel. On finira avec un mot de clôture. Donc, Patrick, Aliénor, commençons donc avec la première question. D'abord, commençons par définir ce qu'est la transition juste. Je pose la question à vous deux. D'où provient le concept de transition juste? Comment est-ce qu'il a évolué depuis ses débuts? Qu'est-ce qu'on entend par juste? J'aimerais ça vous entendre l'un après l'autre. Peut-être on peut commencer par Patrick. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup tout le monde d'être là et de prendre votre petit déjeuner avec nous. Déjà, vous avertir que c'est difficile de trouver un endroit où il n'y a pas de bruit ici, où l'Internet est bon, donc ça risque d'être possiblement chaotique. Donc, ceci étant dit, la transition juste n'est pas un terme nécessairement à définir. C'est pas quelque chose qui est flou, contrairement à ce qu'on entend souvent, de dire oui, mais là, la transition juste, ça embrasse large, ça fait partie de cette transition que nous voulons juste et équitable pour tout le monde. Bien sûr, c'est ce qu'on veut, mais le terme spécifiquement, le concept de transition juste a des origines très, très, très précises. Et il vient, en fait, ce terme-là provient du mouvement syndical américain dans les années 60 aux États-Unis, qui essentiellement disait, ben, il y a des décisions qui se prendront pour le climat dans les prochaines années, et si les travailleurs et les travailleuses ne sont pas à la table, les décisions vont se prendre pour eux et souvent contre eux et elles n'auront pas leur mot à dire. Donc, il y a un principe de dialogue social et d'être à la table pour pouvoir prendre des décisions qui les concernent. Donc, essentiellement, le concept provient de là. Il a été récupéré dans les années 80 autour du concept pour un développement durable entre les trois pôles. Vous savez, cet équilibre entre l'économie, le social et l'environnemental. Les syndicats se retrouvaient plutôt dans le pôle social, si vous voulez. Et au tournant des années 2010, en 2013, l'Organisation internationale du travail, qui est une agence de l'ONU, où vous avez un dialogue continu entre les États, les syndicats et les employeurs, ont travaillé sur une définition de la transition juste. Donc, transition qui en fait, voilà, j'ai perdu pendant un moment, je recommence. Donc, dialogue autour de la transition juste de 2013 à 2015 pour adopter des principes directeurs. Donc, de quoi pourrait avoir l'air une transition juste pour qu'on puisse commencer concrètement à l'appliquer à des situations de transition énergétique où personne ne serait laissé derrière dans le cadre du travail. Donc, c'est peut-être la différence importante. Et ces principes directeurs-là de l'OIT sur la transition juste qui ont été convenus et adoptés en 2015, juste un peu avant l'accord de Paris, reposent essentiellement sur 4 grands axes. C'est essentiellement l'agenda du travail décent, qui est un agenda défini par l'OIT, qui repose sur le dialogue social. Le dialogue social étant, dans les termes de l'OIT, un dialogue continu de façon tripartite entre ces trois entités-là que représente l'OIT, donc les employeurs, les syndicats et les États. Et un dialogue social qui est en 3 étapes, qui peut être de l'ordre de l'information, de la consultation ou de la décision. Bien sûr, quand on parle de transformation de nos sociétés,
Est-ce que ça signifie que ce sont les seuls interlocuteurs qui devraient discuter de transition? Bien sûr que non. Mais le dialogue social tourne autour de ces trois acteurs-là et c'est un petit peu, si vous voulez, le noyau. Maintenant, les autres parties prenantes ont aussi un rôle à jouer là-dedans et Aliénor, je pense, pourra en faire référence tantôt très particulièrement. Le deuxième pôle, le deuxième axe sur lequel repose la transition juste, c'est la protection sociale. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de syndicats ou d'améliorer les conditions de travail ou simplement sauver les emplois actuels, c'est aussi de garantir un filet social pour ceux et celles qui perdront leur emploi, le cas échéant, qui auront une formation adéquate, mais aussi de s'assurer que les conditions de vie qui seront associées à la transition énergétique soient décentes pour tous et pour toutes. Pour nos collègues africains, ça signifie simplement, pas simplement, mais ça signifie entre autres sortir de l'économie informelle pour intégrer une économie formelle et avoir des emplois décents. Donc, il y a tout cet axe-là de protection sociale. Suit par la suite le droit du travail. Donc, s'assurer que cette transition-là soit dans le cadre d'un droit du travail, donc le droit de négocier, le droit de s'associer, le droit d'avoir un emploi sain, le droit à la santé, sécurité, à son intégrité physique et mentale, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est important aussi que ça soit enchâssé dans la législation et finalement le droit à l'emploi, c'est-à-dire que les nouveaux emplois qui seront créés, notamment au niveau ce qu'on peut appeler catégorisé emploi vert ou dans les énergies renouvelables, les gens doivent avoir une chance équitable d'avoir accès à ces emplois-là en tout temps. Donc, c'est une question d'équité de genre aussi, d'équité envers les populations les plus marginalisées. Donc, ce sont les quatre axes autour duquel s'articule la transition juste. Et maintenant, ben, la question qu'on doit se poser depuis 2015 n'est pas si tant de redéfinir le concept constamment, mais de voir comment on peut l'adapter à nos réalités. Et nos réalités au Québec, ça signifie sur deux axes, l'axe des régions et l'axe des secteurs d'activité économique. Donc, essentiellement, c'est de ça qu'on parle quand on parle de transition juste. Vous retrouvez une référence claire dans le préambule de l'accord de Paris qui parle de la transition de la main-d'œuvre et de l'emploi et du travail décent. Vous avez deux déclarations, une en 2000 sur la transition juste et l'importance du rôle des communautés et de s'assurer de combattre les inégalités sociales. Et finalement, vous en avez une à la COP 26 sur la transition juste, déclaration qui englobe les principes directeurs de l'OIT et essentiellement, c'est aussi un enjeu de négociation dans la présente COP actuelle. Je te remercie, Patrick. C'est vraiment très clair puis très structuré. Là, on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de travail sur cette question de transition juste depuis les dernières années et on fait appel à beaucoup de notions différentes. Aliénor, j'imagine qu'en tant que militante dans un groupe environnemental, la question de la transition juste est très présente. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour un groupe environnemental, la question de la transition juste? Pourquoi est-elle intimement liée aux enjeux de négociation internationale comme à la COP27? Et bonjour tout le monde. Merci Étienne pour cette question. Alors, moi, je ne suis pas à la COP, mais il se trouve que mon Internet coupe aussi de temps en temps, donc dites-moi si ça ne fonctionne pas. En effet, j'aime beaucoup que Patrick ait défini ça de façon aussi claire et vraiment été clair sur le fait que c'est un terme qui a été défini. Donc, même si le mouvement environnemental dont je fais partie reprend et s'engage maintenant dans ce terme, c'est pas un terme qu'on se doit ou vraiment, c'est pas un terme dont on a le droit de redéfinir la définition, elle a été établie. Et je le dis parce que souvent, quand on veut commencer à s'engager en tant que groupe environnemental sur la question, on se dit, oui, il est sympa ce terme, mais par exemple, ça sonne pas super bien et peut-être que équitable, ce serait mieux ou juste, c'est pas toujours clair. Donc, moi, je vais changer un petit peu la terminologie. Quand on fait ça, on s'attaque directement au travail qui a été fait de définir et de s'aligner avec toutes les parties prenantes au niveau mondial. Donc, je signale ça parce que c'est un peu un exercice que nous, on a vu au sein de notre mouvement. C'est le principe de vraiment reprendre le terme et de se mettre derrière le terme qui existe déjà et pas essayer de le redéfinir. Du côté climatique, pour nous, c'est essentiel de se mettre sur la question parce que, bon, pour nous, il y a une urgence climatique qui est évidente et il faut une action rapide, immédiate. Et pourtant, on sait qu'il y a deux raisons, au-delà de la raison morale, pour laquelle il faut vraiment qu'on s'implique dans cette question de la transition juste. Bon, la première, elle est un peu
politique, enfin stratégique, c'est-à-dire que tant qu'au Canada, on aura des travailleurs, des travailleuses, des communautés qui vont devoir, au final, à la fin de la journée, soit choisir entre leur emploi stable ou être un climat sûr, il est normal qu'ils choisissent leur emploi stable. On ferait tous la même chose. Et donc, tant qu'on va avoir ce dilemme, ou alors cette perception de dilemme, on ne va pas pouvoir arrêter, on ne va pas pouvoir continuer notre action climatique. Et d'ailleurs, on le voit. Là, au Canada, depuis des années, on a réussi à faire un petit peu des petites actions. Voilà, on met le prix sur le carbone, etc. Mais tout ce qui est transformation écologique, transformation énergétique, pourquoi on n'a pas réussi? C'est parce qu'on n'a pas un petit peu compris cette dimension sociale et transformation globale. Donc, il y a ce côté politique, on ne peut pas réussir. Et puis, il y a aussi un côté pratique. Pour construire toute l'infrastructure verte, il va falloir qu'on ait des travailleurs, des travailleuses pour le faire. Il va falloir qu'on soit sur des territoires, dans des municipalités, dans des communautés, chez des nations autochtones. Il va falloir qu'on mette tout ça quelque part. Si on n'a pas le ralliement de ces communautés, de ces travailleurs, encore une fois, on va se retrouver à avoir des projets d'énergie verte qui vont être opposés par des communautés parce qu'elles n'ont pas été impliquées ou parce qu'elles n'ont pas les bénéfices. Donc, d'un côté très pratique, on ne pourra pas construire toutes nos énergies vertes ou toutes nos infrastructures si on n'a pas impliqué toutes les parties prenantes dès le début pour qu'elles aussi, elles en bénéficient. Donc, pour moi, c'est essentiel. Et je rajouterais juste que quand j'ai commencé à apprendre ce qu'était la transition juste, je pensais réellement que c'était qu'il fallait qu'un gouvernement se targue de créer des emplois verts, qu'il fallait qu'il se targue de s'assurer. Et en fait, j'ai compris, et en grande partie grâce à Patrick et à ses collègues du mouvement syndical, que ce n'était pas seulement le résultat final qui comptait, donc que tout le monde ait un bon emploi, bien sûr, mais que c'était aussi énormément une question de processus. C'est à qui est-ce qu'on pose les questions de ce qu'ils veulent et quand? Est-ce que c'est à la toute fin, une fois qu'on a déjà distribué l'argent et on a déjà pris toutes les décisions, ou est-ce que c'est au tout début? Et donc ça, pour moi, c'était un peu une transformation de comprendre que c'est autant une question de processus que de résultat final. C'est vraiment intéressant, Aliénor, ce que tu viens d'amener, parce que la question climatique est foncièrement une question politique, une question de rapport de force, une question d'appropriation citoyenne, et vous venez tous les deux vraiment de décrire à quel point est-ce que c'est une question dont il faut se saisir le plus rapidement possible. La question climatique ne peut pas être dissociée de la question sociale. Justement, allons un petit peu plus proche, un petit peu plus de façon pratique sur ce qui se passe en ce moment à la COP27. On a la chance d'avoir Patrick, tu es en ce moment à Sharm el-Sheikh. Euh, on voit que la transition juste, c'est un concept qui a fait sa place au cœur des négociations climatiques internationales. Est-ce que tu pourrais nous dire comment l'enjeu de la transition juste est traité dans le cadre de la COP27? C'est quoi, qu'est-ce que la COP27 a quelque chose a de spécial pour ce concept-là? Euh, Es-tu en mesure de lever un petit peu plus le voile sur l'état des négociations actuellement tenues à Sharm el-Sheikh? Quel est ton sentiment? Oui, bien, Étienne, tantôt quand je disais qu'en 2015, les syndicats, après l'adoption de l'OIT du Conseil de transition juste, les syndicats ont été relativement seuls en piste lors de l'accord de Paris pour inclure dans le préambule des éléments de transition juste. Et il aura fallu plusieurs années avant que d'autres groupes appuient le principe de transition juste et un sacré coup de pouce, il faut le dire, de la présidence polonaise lors de la COP 23. Donc, et par la suite, rien n'a jamais été gagné parce qu'à chaque COP, nous devons nous battre pour être sûr que le concept de transition juste atterrisse dans les décisions finales des COP. C'est essentiel. Et si on n'était pas là, je peux vous assurer, ça n'atterrirait pas. On n'en parlerait plus rendu à aujourd'hui. Maintenant, il y a un forum qui traite de la question, il y a un comité d'experts, mais il faut encore se battre pour que ça atterrisse à l'intérieur des décisions. Donc, ça, c'est une chose. Et nous sommes aussi aux prises avec cette définition-là, parce que même si des pays acceptent d'inclure le concept de transition juste dans les décisions, ils en font une autre lecture. Et ça, c'est un enjeu que nous avons spécifiquement dans cette COP-ci, qui a commencé l'an passé, non pas avec la présidence britannique, mais tout au long de l'année, où nous avons vu la présidence égyptienne mettre de l'avant le concept de transition juste comme une condition importante
intersectionnelle, si vous voulez, dans l'ensemble des négociations. Mais quand on leur pose la question, oui, mais de quoi parlez-vous exactement? On ne parle pas de dialogue social, on ne parle pas de protection sociale, on ne parle pas de droits humains, on parle plutôt, et pas juste l'Égypte et d'autres pays du Sud, d'une transition juste qui rime avec la création d'emplois verts, exactement un peu comme Aliénor le disait tantôt. Donc, cette création-là d'emplois du futur important qui rime avec une transition énergétique qui est nécessaire, mais sans impliquer les travailleurs et les travailleuses à la base, sans inclure les éléments de base d'une transition juste. Donc, pour nous, ce n'est pas une transition juste, c'est une transition énergétique. Et ça devient un moyen aussi de demander de l'argent au niveau de la finance climatique avec moins de conditions en disant pourquoi nous ne faisons pas la transition juste, c'est parce que nous n'avons toujours pas réglé ou vous, pays développés, n'avez toujours pas réglé les mécanismes de la finance climatique pour nous envoyer l'argent qui nous revient. Donc, je dirais que c'est là où on est en ce moment et ce qu'on essaie de faire ici et avec le temps, ce n'est plus que les syndicats qui portent la question de la transition juste. Nos collègues du réseau Action Climat International le font, donc toute la constituante environnementale, les femmes et genres aussi, la représentativité qui est ici et d'autres appuient le mouvement syndical et n'essaient pas de se substituer. Donc, comme nous appuyons des éléments de justice climatique en reconnaissant que ce n'est pas nous le porteur de ballon, mais que c'était important de dire non, un instant, nous appuyons ces revendications-là. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se développe ici. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a besoin de mieux définir le terme de transition juste et j'ai le champ en anglais, to unpack, voyons, Décliner. oui, si tu veux décliner, en fait, le concept de transition juste, c'est de bien expliquer chacun des éléments et décliner par la suite ces éléments-là. Et quand on met des termes comme, par exemple, dans perte et dommages et qu'on parle de transition juste, bien, pas simplement dire la transition juste, c'est important dans perte et dommages, mais plutôt dire, dans un contexte de perte et dommages, la transition juste est importante spécifiquement au niveau de la société, de la protection sociale, puisque les travailleurs et les travailleuses seront impactés de façon différenciée et lorsqu'il y aura de nouveaux emplois ou réparations, il faut en tenir compte et qu'il y ait un filet social. Donc, ça nous oblige à avoir un langage beaucoup plus large que nous l'avions eu jusqu'à maintenant. Mais en même temps, dans les dernières années, c'était de faire reconnaître ce principe-là, de le faire sortir de simplement le préambule de l'accord de Paris pour le faire vivre de façon fonctionnelle dans les discussions de négociation climatique, ce qu'on a relativement réussi. Maintenant, il faut aller plus loin. Et un autre point aussi, en ouverture, tantôt, Étienne, tu parlais du rapport du GIEC qui dit le GIEC ne peut pas dire, en fait, il fait le diagnostic de la situation actuelle, mais le dernier rapport du GIEC portait sur les solutions. Et dans ces solutions-là, essentiellement, qu'est-ce qu'on disait? Il y a de l'argent disponible, il n'y en a jamais eu autant, ça ne devrait pas être un problème. Les solutions existent, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce qu'il faut, c'est un leadership mondial, gouvernemental, et surtout que les gens soient à bord. Donc, ça prend une mobilisation citoyenne, ça prend des capacity building, voyons, je perds mon français. Donc, Pour bâtir des capacités d'action. le renforcement des capacités de la part des communautés et la transition juste est une condition essentielle pour pouvoir atterrir là. Donc, c'est une des conditions mises de l'avant par le GIEC. Donc, on n'est pas étranger à ça et c'est quelque chose qu'on parle de façon beaucoup plus ouvertement. Mais maintenant, on est pris, encore une fois, dans un débat de terminologie et de définition selon les besoins de l'un et l'autre. Je vois que le temps file qui avance. J'aimerais ça qu'on creuse un petit peu plus. On a parlé du positionnement des partis. On voit que la lecture de l'enjeu de transition juste varie et que ça peut même des fois mener à des avancées plutôt timides sur cette question-là si on si on ne s'entend pas sur ce que veut dire réellement toute cette profondeur de transition juste. Aliénor, j'aimerais savoir quelle est ton évaluation des gestes posés actuellement jusqu'à maintenant par le Canada et le Québec en matière de transition juste. J'aimerais vraiment, là, soyons concrets, on est à la COP 27. Comment le Canada et le Québec arrivent-ils à Sharm el-Sheikh? Est-ce que dans leur valise, on peut dire la transition juste, c'est bien présent et ils ont du solide à proposer? Oui, pour tout ce qui est Québec, je laisserai évidemment Patrick compléter parce que je suis beaucoup moins que ce que qui se passe au niveau fédéral.
plus que dans leur valise, moi je dirais que dans leur kit de COP, le Canada a toujours cette transition juste, dans le sens où partout où ils vont depuis 2015, le Canada n'hésite pas à mettre son nom sous tout ce qui comporte le terme transition juste. Ils y vont assez allègrement. Ils ont évidemment signé sous les principes de l'OIT, ils ont signé sous Paris, ils ont ensuite signé à la COP24 sous toute une longue déclaration sur la transition juste, puis à la COP26, enfin bref, à chaque fois, ils n'hésitent pas. Et puis ensuite, nous, on est là à la maison, on attend, on s'y chouette, ils ont signé, et puis il n'y a rien. Et ça, c'est vraiment le cas depuis toutes les années que j'ai évoquées. Et quand je dis il n'y a rien, c'est pas pour exagérer, c'est qu'à part encore d'autres paroles, il n'y a vraiment rien de tangible. Le plus tangible qu'on avait vu, c'était en août 2021, on commence ce qu'on appelle une consultation. Mais sauf que là, pour moi, ça a été vraiment la déchéance, puisqu'on commence la consultation, on nous dit on va vous consulter sur des principes de transition juste et sur des propositions. Et quand j'ai lu les principes, c'était peut-être 15 fois moins détaillé et rigoureux que ce qui existait déjà il y a 7 ans avec l'OIT. Donc, en fait, c'était vraiment comme si le Canada fait comme s'ils devaient réinventer pour le Canada ce que tous les autres pays ont déjà commencé à faire. Et donc, en fait, on se retrouve... Je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou un manque d'honnêteté, mais il est certain qu'il y a un délai qui se passe, qui paraît un peu délibéré sur le côté de la transition juste. Peut-être 2 informations récentes, je ne sais pas à quel point notre audience suit les discussions fédérales, mais on a eu la semaine dernière une sorte de ce qu'on appelle le mini-budget. En fait, c'est un discours de la part de la ministre des Finances. Elle parlait de syndicats, elle parlait de transition écologique, mais c'était encore une fois, on va donner de l'argent dans un cas, et ensuite on va... en fait, c'était encore une fois très détaché. On n'a toujours pas compris le principe d'amener les parties prenantes à la table. Et puis aussi, je veux dire que nous, quand on a des discussions en interne avec ce gouvernement, on a encore un gouvernement qui vraiment, c'est comme s'ils n'avaient jamais lu cette définition. Et donc, ça peut être frustrant peut-être de nous entendre toujours parler de définition, mais c'est parce que si on ne veut pas s'accorder sur ce que c'est à la base, on ne pourra pas ensuite progresser dans le concret. Donc oui, peut-être que ça paraît frustrant de ne pas entendre les choses plus concrètes au Canada, mais c'est parce qu'on en est vraiment rendu encore à débattre sur la définition et c'est le cas. Donc, moi, les seuls exemples de transition juste, ou en tout cas de progrès sur la transition juste, je les ai vus vraiment au niveau des syndicats spécifiques qui se sont battus pour, eux, dans leurs négociations avec les employeurs, avoir des conditions. Mais ça, ça dépend du syndicat, souvent à l'échelle très locale. Et on n'a pas vu ça à l'échelle, en tout cas, fédérale. Merci beaucoup. Patrick, quelle est ton évaluation de ce qui est fait par les gouvernements, qu'ils soient infranationaux, donc les provinces, dont le Québec, au niveau fédéral? Quelle est ton évaluation de la rigueur entre les paroles et les gestes posés par les gouvernements? Ben, j'appuie totalement ce qu'Aliana a dit. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire au niveau fédéral. À part, je sais, il y a peut-être des problèmes d'amnésie entre l'international et la maison, je ne sais trop, mais bon. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, comme beaucoup d'endroits, et le Canada joue un peu ce jeu-là, de parler de transition juste en termes d'emplois renouvelables est beaucoup plus facile. C'est simplement se dire, nous allons créer... Imaginez 2 minutes, à la fin de votre bilan, vous allez dire, j'ai créé tant d'emplois verts, au lieu de, j'ai été rigoureux, on a fait des analyses, il y a des gens qui ont participé, oui, il y en a qui ont perdu leur emploi, mais on a réussi à les... C'est plus simple de dire, j'ai créé tant d'emplois. Donc, il y a une espèce de... Et pourtant, Aliénor a raison, il y a d'autres pays qui avancent et ils vont bien. Donc, et c'est la même chose au Québec. Au Québec, on retrouve la même situation. Il y a un entêtement à ne pas mettre autour de la table les parties prenantes, notamment au niveau de la main-d'œuvre, pour pouvoir travailler de ces enjeux-là. La seule chose qui se fait en ce moment et qui tarde à se faire, c'est un mandat qui a été octroyé il y a maintenant plus d'1 an à la Commission des partenaires du marché du travail, où vous retrouvez effectivement les employeurs, les syndicats, le ministère de l'Emploi et les universités, à définir l'impact de la transition verte sur les emplois. Or, nous venons de passer l'année à simplement évaluer non pas l'impact de la transition sur les emplois, mais l'impact
des mesures dans le PEV qui touchent l'électrification des transports. Donc, et c'est tout ce qui a été fait et sans encadrement, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu un encadrement à la base basé sur les besoins des syndicats, de la main-d'œuvre et des industries. Donc, c'est ce que nous demandons depuis 2019, nous sommes en discussion avec le gouvernement du Québec, à dire, pourriez-vous asseoir autour d'une table ces acteurs-là pour que nous définissions les besoins pour avancer dans la transition juste? C'est ça, il y a un entêtement catégorique à ne pas le faire, et mais plutôt mandater vers des outils qui, bon, on va avoir l'évaluation de ce que le PEV fait, le plan pour une économie verte sur les emplois dans l'électrification des transports, mais les cibles qui ont été utilisées ne tiennent pas compte de la récession ou de l'inflation, ne tiennent pas compte des cibles de décarbonation, ne tiennent pas compte d'une multitude d'autres facteurs qui ont une influence sur les emplois. Donc, c'est extrêmement désolant et avec le passage que nous avons vu ici des deux paliers de gouvernement, ça ne s'aligne pas pour changer prochainement. Et Patrick, Aliénor, tous les deux, vous mettez de l'avant l'écart entre les promesses et les actes, entre le fait que, bon, on est capable de mettre, Aliénor, tu disais, on signe sous, le gouvernement fédéral signe sur tous les documents internationaux, il adhère à la transition juste, que cette question-là est importante, qu'il faut, bref, le discours semble être là. Patrick, tu sembles dire aussi que le gouvernement du Québec, d'un point de vue discours, ça semble être le cas, mais tu parlais d'un entêtement, puis Aliénor parlait certainement d'un manque de détails, de rigueur. Qu'est-ce qui explique exactement cet écart? Est-ce que c'est une question de compétence, il est mal entouré? Est-ce que c'est une question de rapport de force et il n'a pas intérêt à le faire? Patrick, tu as commencé à évoquer le fait que c'est plus facile de parler de création d'emplois dans les énergies renouvelables que de parler de destruction d'emplois, puis de transformation, puis de processus. C'est quoi votre analyse des raisons pour lesquelles au Québec et au Canada, ça prend tant de temps? Puis après ça, on ira justement au niveau international voir qu'est-ce qui se fait de positif ailleurs. Il y a sûrement des bonnes pratiques. Je ne peux pas imaginer que ça n'avance pas ailleurs. Donc, qu'est-ce qui explique pourquoi est-ce qu'au Québec et au Canada, ça n'avance pas? Peut-être l'un qui veut commencer, peut-être Aliénor? Je peux rapidement, c'est tout. Moi, je me pose tout le temps la question de qu'est-ce qui fait que ça avance pas, mais il me semblerait en tout cas qu'il y a quelques éléments qui sont des pistes à explorer. La première, c'est que on le voit à la COP, il y a plus de 600 lobbyistes pour l'industrie du pétrole, et là on parle vraiment de lobbyistes pour l'employeur, pas lobbyistes, c'est pas des conseillers syndicaux, c'est vraiment des représentants de l'employeur. Ça, c'est juste pour l'industrie pétrolière et gazière. Ensuite, si on regardait tous les dirigeants de banques, de fonds d'investissement, en fait, on voit qu'il y a une présence des représentants, on va dire, de l'industrie au niveau de l'employeur qui est immense et peut-être beaucoup moins des parties prenantes. En tout cas, c'est comme ça que quand on le voit de loin. Donc, il y a peut-être une question d'influence qui murmure à l'oreille des décideurs. Ça m'a l'air d'être une majorité de personnes qui ne représentent plutôt les intérêts des actionnaires que l'intérêt des travailleurs et travailleuses et des communautés qui dépendent de ces entreprises. Donc, il y a cet élément-là peut-être. En tout cas, moi, j'ai aussi vécu dans des pays qui ont une tradition de dialogue social qui est plus ancienne. Le Canada ne me paraît pas avoir encore une vraie tradition du dialogue social. Et puis quand ils l'ont, ils ne le rattachent pas du tout à la question climatique. Pour donner un exemple très simple, le ministère du Travail au niveau fédéral, lui, a des relations avec quand même les syndicats, etc. Je ne peux pas les qualifier, je n'en fais pas partie, mais ils ont des relations. Par contre, le ministère des Ressources naturelles n'en a pas du tout, puisqu'il a toujours été là pour un peu représenter plutôt l'employeur et ceux qui exploitent les ressources. Et pourtant, c'est celui du ministère des Ressources naturelles, c'est ce ministère-là qui a été chargé de la question de la transition juste. Donc, on a un peu un problème, c'est qu'il y a juste un... il semblerait que ce gouvernement a complètement détaché tout ce qui était transition de tout ce qui était droit du travail et même des communautés en général, même dans la façon dont ils ont organisé qui aurait le dossier et qui va avancer. Donc, il y a un peu c'est presque un problème de culture à ce niveau-là. Patrick, au Québec, on a une culture justement de dialogue social. Enfin, c'est quand même, on, on se gosse beaucoup de cela au niveau international, que le Québec, ça dialogue, ça se parle, les gens se parlent, employeurs, travailleurs, État. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas d'avancée plus significative sur le front de la transition juste au Québec?
Se parler n'est pas garant de résultat, déjà en partant, là. Si les mandats sont mal octroyés à la base et ne sont pas appuyés sur les besoins des communautés, des entreprises ou des travailleurs, mais sont simplement des commandes politiques, on a beau avoir tout le dialogue social qu'on veut, on ne réglera pas les problèmes existants. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'appuie totalement, là, je pense qu'Aliénor met le doigt dessus. C'est un problème, en fait, au niveau fédéral. Et l'autre problème même que vous avez, c'est le financement des filières, notamment au niveau des hydrocarbures. Vous savez, à la COP 26, il y avait cette ligne qui disait dans le pacte de Glasgow que les États doivent cesser le financement inefficace dans les hydrocarbures. Ce qu'on a appris cette semaine, c'est que c'est inefficace-là, si on essaie de le définir, ou du moins que le Canada essaie de le définir, on pourrait dire, bon, ben, inefficace selon des évaluations environnementales, mais non, pas du tout. C'est entre les mains du ministre des Finances. Donc, il faut que ça soit inefficace d'un point de vue financier. Or, si vous financez une filière qui est rentable, elle va toujours être efficace. Donc, il y a un sacré problème de fond et sérieux. Donc, il y a la question du financement. Maintenant, au Québec, c'est l'inverse. Au Québec, nous n'avons pas, par exemple, d'hydrocarbures. Donc, ce qu'on nous dit souvent, c'est oui, mais on n'a pas de charbon, on n'a pas de pétrole. Donc, ça va, là, il n'y en a pas de problème. On n'a pas à brasser l'eau, laissons-la calme. Mais l'eau qui est calme, on le voit très bien ce qui se passe avec la fonderie Horn en ce moment, où on est dans une crise totale au niveau social, où on oppose la population à des travailleurs et des travailleuses en disant c'est les emplois ou c'est la santé même, et dans certains cas, la vie des gens, puisqu'il y a un taux d'arsenic dans l'air, qu'il faut choisir. Et c'est pas sorti d'une boîte à chapeau, d'une boîte à coucou, ça. C'est connu depuis longtemps, mais on a tellement tardé à agir que maintenant, il est très difficile d'avoir les parties prenantes autour d'une table pour chercher des solutions. Et ce que nous savons, c'est qu'il y a 33 autres industries au Québec qui ont aussi des exemptions au niveau des normes environnementales sur les rejets industriels dans l'air. Donc, c'est une bombe à retardement. Donc, quand on nous dit oui, mais il n'y a pas de charbon, il n'y a pas d'énergie, oui, mais il y a autre chose. Et nous, ce qu'on offre, c'est d'ouvrir ce dialogue-là le plus tôt possible en amont pour chercher des solutions avec ceux et celles qui subiront les impacts pour que cette transition-là se fasse en douceur. L'autre problème que nous avons, c'est que nous sommes en crise climatique, nous sommes en urgence climatique. Et pour que la transition juste fonctionne, elle repose sur le temps. Et plus le temps se rétrécit, moins cette transition-là pourra être juste. Et c'est uniquement les employeurs qui vont s'en mettre plein les poches. Comme le dit Aliénor tantôt, quand la transition juste, dans la tête de certains gouvernements, se résume à envoyer de l'argent aux entreprises et aux industries et qui, dans l'espoir qu'ils vont s'auto-réguler. Ils mettent la clé dans la porte, puis les gens sont mis à la rue. C'est ça qui se passe dans les faits. Merci à vous deux. J'ai parlé tout à l'heure de bonnes pratiques au niveau international. J'aimerais ça qu'on se penche rapidement là-dessus, là, en quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres pays ou d'autres régions, des villes dans le monde qui ont pris la question de la transition juste à bras-le-corps, que ce soit au niveau des financements, au niveau des processus de concertation, au niveau de la définition de ce qu'est un emploi vert, verdissant, du nombre d'emplois qui vont être perdus ou gagnés? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des exemples, des phares dans le monde dont on pourrait s'inspirer en matière de transition juste? Patrick, je te pose la question, tu es en ce moment à la COP 27, est-ce qu'il y a des exemples de pays qui peuvent se targuer d'avoir fait des pas importants et dont on pourrait s'inspirer? Oui, oui, absolument, absolument. Il y a eu pendant plusieurs années, au tout début, là, quand la transition juste a pris son envol à la COP, rapidement, l'Irlande et l'Écosse ont mis en place des commissions. Même que la commission en Irlande, le commissaire est un syndicaliste. Donc, il y a eu de vastes consultations où on a désolé, c'est un peu le chaos, où on a évalué en fait les besoins des communautés, les besoins des secteurs d'économie. On a fait des scénarios de décarbonation, notamment au Royaume-Uni. Et à partir de ces scénarios de décarbonation-là, par secteur industriel, on a mis en place des scénarios pour venir en aide au milieu de travail. Et ça a permis au Royaume-Uni aussi de changer sa cible de 37,5 de réduction pour 2030 à 76 qui est une des plus ambitieuses, parce que le travail a été fait, parce qu'ils savent où ils s'en vont. Au Québec, on est encore à 37,5 et on se dit qu'on ne sera pas capable de l'atteindre. Mais si on regarde un exemple et l'autre, ben ça, c'est une façon d'accélérer les réponses. En Espagne, il y a un institut sur le développement durable qui a été créé,
qui est à même l'appareil gouvernemental qui permet de faire le même exercice. En Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, il y a des processus de dialogue social où on permet aux gens d'avoir cette discussion-là sur quel est l'avenir. Donc, on ne leur dit pas, ben, on va mandater une agence pour faire une étude qui ne sert pas à vos besoins, puis après ça, on reviendra. Non, non. Dès la base, ces personnes-là sont intégrées dans la discussion. Et il y en a plusieurs autres comme ça. Et au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, vous avez un fonds pour la transition juste qui est entré en vigueur, si je ne m'abuse, en 2020-2021, j'ai un blanc, mais essentiellement qui est constitué d'une partie du PIB de l'ensemble de l'Union européenne, ainsi que les retours sur le carbone, etc., et qui est substantiel comme fonds et qui sert simplement à adresser les problèmes de financement de transition juste, ce qui n'existe pas ni au Québec ni au Canada. Ça, c'est l'autre affaire. Même si on arrivait à une législation, on est loin, loin, loin de la coupe aux lèvres parce qu'il n'y aura pas de financement associé à ça nécessairement et ça ne prend pas des quelques millions, ça va prendre des milliards, cette industrie-là. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des milliards à l'industrie pétrolière pour qu'ils puissent capturer le carbone. Donc, posons-nous la question si ça va dans le bon sens et si l'argent est là ou elle n'est pas là. Elle est disponible, l'argent, c'est des choix qui sont d'ordre politique. Et le Fonds pour une transition juste au niveau de l'Union européenne est assorti de conditions et de mécanismes. Donc, on parle d'éco-conditionnalité aux subventions qui sont envoyées aux entreprises et non pas, bah, on veut une transition juste, voilà un chèque, s'il vous plaît, faites-le. C'est absurde. Donc, ça, c'est les meilleurs exemples que nous avons en ce moment. De transition juste, mais il y en a beaucoup d'autres à des niveaux beaucoup plus subnationaux ou même au niveau municipal, c'est foisonnant. Aliénor, est-ce qu'il y aurait des exemples toi, qui t'inspirent justement, qui pourraient nous servir au Québec ou au Canada comme source d'exemple? Patrick a très bien couvert. J'aime l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Aucun des processus a été parfait. On peut, quand on analyse, voir qu'il y a des choses qui pourraient s'améliorer. Mais l'exemple de la Nouvelle-Zélande me parle parce qu'au niveau du Canada, on a un défi en plus qui est celui de la réconciliation avec les nations autochtones. Et la Nouvelle-Zélande a, alors même si elle n'a pas la même histoire de la colonisation, aussi des peuples autochtones qui ont besoin de cette réconciliation et de cette justice. Et donc, ils ont entamé dans leur processus aussi une reconnaissance de ces nations autochtones et les ont traitées comme des parties prenantes. Séparées mais tout aussi intégrées dans le processus. Ce qui me fait peur, c'est que parfois au Canada, on a l'impression qu'on va se trouver presque à opposer les intérêts des nations autochtones aux intérêts des travailleurs, alors qu'en fait, ce ne sont juste pas les mêmes types de parties prenantes. Dans un cas, ce sont des nations qui devraient être traitées comme on traite un gouvernement provincial ou municipal. Enfin, c'est comme un gouvernement. Dans un autre cas, c'est des parties prenantes qui ont une expertise dans un domaine. Donc, je trouvais ça intéressant de regarder celui de Nouvelle-Zélande. Ma collègue, Sari, qui est chez Unifor, donc un des syndicats, un des gros syndicats privés au Canada, parle souvent du fait qu'elle a beaucoup d'expérience sur des comités tripartites sur tout ce qui est sécurité et santé dans les entreprises. Ce sont des comités qui existent depuis des décennies où l'employeur, l'employé et les gouvernements sont là pour ensemble décider de mesures pour le bien de tous. Donc même au Canada, on a l'expérience de dialoguer, mais bon, on l'a dans un cercle très restreint pour le moment, mais ma collègue parle souvent de ça comme en tout cas une des composantes de la transition juste au Canada. Merci beaucoup. Il nous reste seulement quelques minutes pour aborder un peu l'appel à l'action que vous lanceriez à la fois aux décideurs publics, mais aussi aux gens qui nous écoutent. J'aimerais savoir si vous aviez justement le ministre, que ce soit des Ressources naturelles, Wilkinson, ou de l'Environnement et Changement climatique, M. Guilbeault, ou au Québec, si vous aviez M. Charette pour les changements climatiques, quelle est l'action structurante que vous souhaiteriez qu'il ou elle mette de l'avant le plus rapidement possible? S'il y avait quelque chose de plus structurant à faire, qu'est-ce que ce serait votre recommandation à son endroit? Bien, dans notre cas, je pense que je l'ai couvert un peu. L'idée derrière ça, c'est de s'asseoir avec les parties prenantes pour définir les besoins et octroyer les mandats en fonction des besoins de l'ensemble des parties prenantes et non pas simplement avoir une boule de cristal en s'imaginant peut-être ci, peut-être ça, et ça prend de la rigueur. Ça prend de la rigueur. Ça prend de la rigueur. Il faut faire un peu, comme je le disais tantôt au Royaume-Uni, des plans, des scénarios de décarbonation. L'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faut avoir telle trajectoire pour telle année. Le GIEC dit autre chose. La Convention cadre de l'ONU est là.
faire des scénarios de décarbonation par secteur, voir par la suite, évaluer quels seront les impacts sur les populations, les communautés, les travailleurs et les travailleuses, et avec les parties prenantes, tenter de trouver des solutions et les ajustements qui sont nécessaires. Et à part ça, rechercher le financement adéquat avec des mécanismes de reddition de comptes qui nous assurent que nous sommes en lien avec les luttes, pas les luttes, mais les cibles de réduction de gaz à effet de serre, et ainsi de suite. Donc, ça prend de la rigueur. Rigueur. Aliénor, quelle serait ta recommandation à un ministre fédéral? C'est ça, c'est de connaître les besoins, de savoir où on s'en vient, même si on ne peut pas tout prédire, mais en effet, l'idée des scénarios, c'est comme ça qu'on fait dans tout autre domaine qui a de la rigueur. Puis aussi, qui accompagne cette rigueur, un changement de l'histoire qu'on dit aux gens. Pour le moment, on a encore un gouvernement qui dit « Ne vous inquiétez pas, surtout ne regardez pas, il n'y a rien à voir, tout va bien se passer ». Et puis ça crée un risque énorme parce que quand de façon inévitable, dans quelques années, on va devoir avoir une transition, il y aura ce sera catastrophique pour les gens directement impactés, mais il y aura aussi une perte de confiance totale puisque ces gens se disent mais notre gouvernement soit n'a pas été compétent pour voir la transition, soit a décidé de ne pas nous le dire. Donc, il y a une question de confiance. Donc, vraiment changer de narratif et dire, écoutez, on a une transition qui s'en vient, ça ne va pas être évident, mais voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on vous propose de faire, voilà comment vous pouvez vous impliquer. Enfin, un peu ces questions d'effort collectif. Et ça, on ne le voit pas pour le moment. Donc, c'est ça par là que je commencerai. C'est très puissant ce que tu viens de dire, la question démocratique, finalement, qui englobe l'entièreté de vos messages, mais qu'il en va même de notre stabilité comme société, de la confiance qu'on a envers nos institutions. On arrive maintenant à la dernière question, puis ça va vraiment être une question qui va vous permettre de vous adresser aux organisations qui nous écoutent. Que recommanderiez-vous comme action tangible aux gens qui nous écoutent pour que ça puisse alimenter leur réflexion et leur planification des prochains mois et des prochaines années? On a des gens mobilisés, des gens qui ont soif d'agir et de contribuer, de donner du sens à leur action. Comment est-ce que la transition juste peut être insérée dans leurs réflexions et dans leurs actions dans les prochains mois? Patrick, si tu veux commencer. Bien, simplement de s'intéresser à ce que d'autres acteurs qui ne sont pas environnementaux, qui ne sont pas militants ou qui ne sont pas citoyens font sur le terrain, comme par exemple les organisations syndicales. Et je pense que notre travail est méconnu. Nous essayons de le faire connaître, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et je pense que d'en apprendre plus sur l'action d'organisations comme les nôtres serait déjà un bon départ. Et de comprendre peut-être aussi que cela fait partie d'un tout. En fait, le grand concept de la justice sociale et de la justice climatique, c'est large, ça embrasse large. Et la plupart des éléments, sinon tous les éléments qui englobent tout cela, sont supportés par les syndicats. Mais à travers le concept de transition juste, les syndicats, par la voix des travailleurs et des travailleuses, c'est quand même plus de 2 millions au Québec, trouvent un rôle actif à jouer et permettent, à l'intérieur même des milieux de travail et des communautés, là où c'est des gens qui ne sont pas convaincus par la lutte au changement climatique, d'aller les chercher, de les inclure, de les mobiliser, d'accélérer la lutte au changement climatique. Donc, si j'avais un message, c'est de travailler ensemble, mais de s'intéresser à ce travail-là qui est fait. Merci. Aliénor? Et ce serait d'abord de commencer par écouter, de ne pas se lancer, comme on voit beaucoup de groupes environnementaux qui font, en disant à partir de demain, je lance publiquement ma campagne sur la transition juste. Non, d'abord d'écouter, d'inviter beaucoup. Il y a plusieurs syndicats qui m'ont déjà invité à parler du travail qu'on fait, que ce soit sur notre action climatique. Est-ce que nous, groupes environnementaux, on prend vraiment le temps d'inviter les syndicats pour qu'ils nous parlent de leur travail? Pas assez, donc vraiment d'inviter aussi à dialoguer. Et puis, peut-être, s'il fallait commencer de façon super concrète, au lieu de réinventer la roue et de se dire c'est quoi les principes de transition juste, de prendre ces déclarations qui ont déjà été signées, on vous en a parlé de plusieurs, et vraiment de se dire le Canada a signé sur celle-ci. Donc, si vous preniez cette déclaration et que vous allez toquer à la porte de chaque ministre, de chaque député, et que vous leur dites hey, vous avez signé ça, vous en êtes où? Moi, je crois que ça fera déjà avancer les choses, de montrer qu'on leur demande de rendre des comptes. Et donc, peut-être, si vous n'avez pas beaucoup de temps, mais que le seul truc que vous pouvez faire, c'est imprimer ces déclarations qui ont déjà été signées et d'aller toquer aux portes et leur dire vous en êtes où, je pense que ça aidera. Et puis ensuite, les rediriger vers les experts qui sont les syndicats pour ensuite avoir un dialogue plus profond.
Merci à vous deux. Donc, il nous reste quelques minutes pour les questions du public. Et l'objectif, c'est de laisser la parole aux personnes présentes pour vous poser des questions, approfondir peut-être certains points que vous avez abordés, répéter certains messages. Vous savez que vous avez donc l'espace de discussion qui est dans le Zoom. Vous pouvez poser vos questions par écrit. Euh, donc, si vous avez encore quelques questions à soumettre à Patrick et à Eleanor, n'hésitez pas. Euh, Pendant que les questions rentrent, j'aurais peut-être une petite question à vous adresser, Patrick et Aliénor encore. C'est qu'est-ce que vous espérez concrètement va ressortir de la COP 27? Il reste moins d'une semaine avant la fin donc de ces échanges. On dit souvent que la deuxième semaine, c'est la semaine où tout se décide, où là, on a les patrons et les patronnes qui arrivent à la COP et qui commencent à pousser dans le dos leurs fonctionnaires. Qu'est-ce que vous espérez qu'ils ressortent à la toute fin de la COP 27? À Léonard, qu'est-ce que tu espères? C'est vrai que moi, je ne suis pas sur le terrain, donc j'ai beaucoup plus d'optimisme encore. Non, évidemment, j'espère qu'on aura, on aura encore une fois dans le texte final non seulement une mention, mais une définition rigoureuse, enfin la définition rigoureuse, répétée, réitérée, pour que tout le monde soit obligé de la relire avant de signer le document. Bien que ça ne fait pas tout, mais ce serait important de s'assurer en tout cas qu'elle ne soit pas diluée au fil des COP. Donc peut-être ça c'est un premier objectif. Moi honnêtement c'est beaucoup plus au niveau du Canada, c'est-à-dire que les deux ministres qui sont en charge de la transition juste ne sont pas à la COP, donc ils n'ont vraiment pas d'excuses et il aurait fallu que déjà pendant cette COP ils l'utilisent comme une occasion de parler de leur plan futur. Donc moi ce que j'espère c'est que ça va enfin que ça va se poursuivre, mais c'est vrai que là, on est en deuxième semaine et j'ai pas grand espoir que ce soit le moment de révélation, de façon honnête. Merci. Patrick? C'est la question que tout le monde se pose ici en ce moment. Qu'est-ce qui va sortir de cette COP-là? Et on ne le sait pas. On ne le sait pas. Dans les faits, la COP, ce n'est pas 2 semaines, hein, c'est une semaine. Donc, la COP, elle est cette semaine. La semaine dernière était plus. C'est tout le temps pareil. C'est technique, là, mais c'est une session de travail qu'on appelle des organes subsidiaires de la Convention cadre de l'ONU. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ministres sur place qui viennent négocier. Ils négocient cette semaine réellement avec ce que la présidence du pays hôte met sur la table. Donc, dans ce cas-ci, l'Égypte. Et on attend encore de voir la vraie couleur de cette COP-ci et voir clairement où l'Égypte va. Donc, c'est préoccupant. Et plus le temps passe, bien, plus on se rend compte que tous les éléments d'ambition climatique vont être relégués au second rang. Et c'est un jeu qui est très dangereux présentement, mais je ne peux pas répondre à ça parce que personne ne le peut. Nous ne savons pas où nous allons à cette stade-ci. Puis effectivement, nous sommes mardi et ici, il est 16h25 et il ne reste techniquement que 3 jours. Effectivement, on se pose beaucoup cette question-là ici aussi. J'aurais une question qui vient de Nalita des Dialogues pour le climat. Pourriez-vous élaborer sur l'intégration de l'économie formelle et la sortie de l'économie informelle? Je pense que c'est Patrick, toi qui avait abordé cette question-là comme étant un des enjeux, par exemple, pour des pays africains. Tu disais, on est à ce niveau-là, tu sais, de sortir de l'économie informelle pour entrer dans l'économie formelle. Est-ce que tu as des exemples gagnants à donner à travers le monde à ce niveau-là? Je n'ai pas d'exemple concret à donner, ce n'est pas tout à fait mon dossier, mais ce que je voulais dire par là, c'est que quand on parle de l'agenda du travail décent et qu'on parle de transition juste, et notamment au niveau du travail décent, souvent pour des pays du Nord, c'est de parler d'inclure les travailleurs et travailleuses à la table, de s'assurer qu'ils soient présents dans les décisions, s'assurer qu'il y ait de la formation, etc. Pour des pays du Sud, notamment en Afrique, ça signifie de simplement avoir un emploi. C'est ça une transition qui est juste pour eux, dans une économie qui est formelle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'économie formelle, informelle, informelle, ça signifie que vous travaillez, mais vous êtes pas, vous faites, il n'y a pas vous faites pas partie de la société. Ça veut dire que vous travaillez, vous vendez, par exemple, je ne sais pas moi, des fruits sur le coin d'une rue, vous ramassez l'argent et c'est tout. Donc, cet argent-là ne retourne pas dans les coffres de l'État, elle n'est pas déclarée. Donc, il n'y a pas de système fiscal qui peut payer de la protection sociale et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une économie de survie, si vous voulez. Et ça, il y en a beaucoup trop à travers le monde, notamment dans les pays du Sud, où des populations entières, c'est le système économique prédominant. C'est la réalité. Donc, il faut tenir ça en tête quand on parle de transition juste. Ça veut dire ça aussi.
pour certains pays, et la question de la crise énergétique que ces pays-là vivent et de l'accès à l'eau potable par le fait même, et spécifiquement au niveau de l'agriculture où les récoltes sont de plus en plus anéanties par les feux ou la sécheresse, avec de plus en plus un manque d'eau potable important. Donc, c'est ça la situation actuelle. Quand on dit que les gens meurent, c'est une réalité. Il y a des gens qui meurent à cause des changements climatiques en ce moment. C'est ça la vie. Donc, quand on parle de voir cette transition juste là avec eux, c'est plus que simplement une question d'emploi, c'est une question de décence, c'est une question de réintégrer la vie et de changer en profondeur comment on vit et la responsabilité des pays du Nord d'appuyer financièrement ces pays-là qui n'ont pas les moyens de le faire et n'ont pas les moyens d'avoir un renforcement des capacités adéquates. Ça ne signifie pas le faire pour eux, ça signifie leur donner les moyens qu'ils se prennent en charge par eux-mêmes. Et ça, il y a tout ça. Donc, est-ce que j'ai des exemples concrets? Malheureusement, non. Mais ce qu'on peut voir, c'est de plus en plus d'États dans les pays du Sud qui ouvrent au niveau du dialogue social. On le voit beaucoup au niveau des États insulaires, entre autres, où la montée des eaux menace carrément la vie et crée des migrations climatiques. Donc, je vous dirais, c'est malheureusement ma réponse. Merci, Patrick. J'aimerais juste poser une dernière question, puis ce sera la dernière, malheureusement. Merci à tout le monde pour vos questions. Quelle est la réponse du secteur privé à la COP? Très rapidement, est-ce que le secteur privé répond présent par rapport à la transition juste? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils sont un obstacle? Et sentez-vous une ouverture de leur part? Peut-être Ben, très rapidement, mais je pense que en fait, ça se rejoint avec la question d'avant. Il faut se rappeler que le secteur privé, il y en a une partie dans le secteur privé canadien qui voit la transition juste comme une façon d'aller dans d'autres pays, les pays où on peut avoir l'extraction minière ou une autre exploitation d'hydrocarbures, et de faire ce qui est interdit au Canada, c'est-à-dire d'exploiter les communautés, de bafouer complètement les droits autochtones ou environnementaux. Donc déjà, il faut se rappeler que pour lier un peu les deux questions, on a cette transition injuste qui se passe quand on laisse la transition verte complètement bafouer tous nos principes de droits humains dans d'autres pays. Il y a beaucoup de sociétés canadiennes qui sont responsables de ça. Il faut se rappeler que le Canada a beaucoup de sociétés minières à l'étranger qui perpétuent ce genre de choses. Et puis rapidement, vraiment rappeler que la plupart des lobbyistes, en tout cas pour le secteur pétrolier et gazier, qui est ceux que je suis avec le plus d'attention, eux sont là pour nier la transition tout court. Donc en fait, quand on n'avouera pas qu'il y aura une transition, quand on dit non, on peut capturer le carbone et ne pas avoir de transition, ça va à l'encontre de toute transition juste, malgré tous les mots qu'ils vont dire, parce qu'ils vont beaucoup l'utiliser, ce terme transition juste. Mais en fait, quand on ment aux parties prenantes sur ce qui s'en vient, on bloque directement toute justice. Merci, très Patrick. rapidement, je sais qu'il est 16h30, mais pour moi, pas pour vous. Le secteur privé, c'est pas si tant d'avoir le secteur privé dans les négociations qui est de toute façon, il ne négocie pas, mais sur place ou dans les discussions. C'est pas si tant ça parce que, effectivement, certains acteurs du secteur privé cherchent réellement des solutions et ont des solutions à apporter aussi pour décarboner l'économie et rapidement. Donc, ça, c'est une chose. Et d'un autre côté, mieux vaut les avoir autour de la table pour pouvoir en discuter que derrière des portes closes avec des ministres. Tant qu'à ça, nous préférons que ça soit en toute transparence. Le problème qu'il y a dans les COP, c'est que sous la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques, il n'y a aucune définition de conflit d'intérêts. Aucune. Donc, et en l'absence de définition claire dans le langage, il n'y a aucun mécanisme pour prévenir des événements comme les COP de subir des conflits d'intérêts de la part notamment, par exemple, des pétrolières. Quand le principe même des COP est d'augmenter l'ambition d'une COP à l'autre pour accélérer la lutte au changement climatique. Et vous avez des acteurs, ils sont 636 personnes lobbyistes inscrits à cette COP-ci qui proviennent du secteur pétrolier et gazier, qui ne sont pas ici pour travailler au niveau de l'ambition climatique. Donc, il est là le problème. Il faut que la Convention cadre se munisse de règles claires sur les conflits d'intérêts et chasse les pollueurs qui sont ici et qui ne contribuent pas à l'ambition climatique. Merci, Patrick. Merci, Aliénor, pour votre présence, pour vos explications tangibles. Il y avait des exemples et vous y avez mis du cœur. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation à tous les deux. Je remercie également
les personnes qui ont participé à ce webinaire, qui ont posé leurs questions. Donc, c'était un événement organisé par les Dialogues pour le climat et qui portait sur la transition juste. J'espère que ça a éclairé vos questions sur ce concept et j'espère que ça mènera à de la mobilisation supplémentaire sur ces questions de transition juste pour que ça donne des résultats concrets, pas juste à la COP27, mais ici au Québec, au Canada. Donc, je vous remercie encore pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Bonne fin de COP, Patrick. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.